Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 18e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, le Parlement européen a adopté sa position sur le prochain budget et un rapport sur l'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol. L'Europe continue de se réchauffer plus vite que le reste du monde et la Commission européenne tente d'enrayer la crise énergétique. Dans le club des 27, Peter Maillard s'est rendu à Bruxelles pour relancer les relations avec l'Union. Les sociodémocrates roumains s'allient à l'extrême droite pour faire tomber le gouvernement. La Cour suprême grecque classe définitivement le scandale des écoutes et l'Allemagne est sanctionnée par Donald Trump pour avoir critiqué les États-Unis sur la guerre en Iran. Et chez nos chers voisins, l'Ukraine menace Israël de sanctions. Le Kosovo va organiser de nouvelles législatives anticipées et le prix Sakharov 2025, Andrzej Poczobut, a été libéré. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Budget. Le Parlement européen a validé sa position sur le prochain CFP. La Cour européenne des comptes met en garde. Le Parlement européen est désormais prêt à négocier avec les 27 pour le prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034. Mardi 28 avril, les eurodéputés ont adopté la position rédigée par les principaux négociateurs du Parlement européen pour le budget, Siegfried Mureşan pour le PPE et Carla Tavares pour SND, à 370 voix pour, 201 contre et 84 abstentions. D'après les deux négociateurs, bien plus qu'un budget, c'est une feuille de route pour l'avenir. Pour l'ensemble des fonds, le Parlement européen réclame plus de fonds disponibles avec une hausse de 10% pour les trois grandes rubriques du budget par rapport à la proposition de la Commission pour atteindre 2010 milliards d'euros de budget sur 7 ans. Le Parlement européen souhaite 103 milliards d'euros de plus pour l'agriculture, les politiques de cohésion et le Fonds social européen pour atteindre 997 milliards d'euros, une hausse de 70 milliards d'euros pour les dépenses liées à la compétitivité pour obtenir 660 milliards d'euros au total et 24 milliards d'euros supplémentaires pour l'action extérieure pour atteindre 239 milliards d'euros. En parallèle, les eurodéputés demandent à la Commission européenne d'exclure les coûts liés au service de la dette liés au fonds de relance post-Covid Next Generation EU et proposent de nouvelles ressources propres comme une taxe sur les grandes entreprises technologiques, une taxe sur les jeux d'argent en ligne et un impôt sur la plus-value des cryptoactifs. Le Parlement européen veut que le futur budget ne soit pas construit comme le proposait l'exécutif européen, où les fonds européens seraient fusionnés dans une enveloppe unique appelée plans nationaux, sur lesquels ce seront les États membres qui auront la main et pourront décider de la distribution des fonds. Lors du débat sur la décharge du budget actuel, les députés européens ont demandé à la Commission européenne de faire appliquer la conditionnalité des fonds européens à la Slovaquie, étant donné que Robert Fico a clairement exprimé son souhait de remplacer Viktor Orban dans les bras de fer avec l'Union européenne. Désormais, le Parlement européen doit négocier le compromis du budget avec le Conseil. La Commission européenne souhaiterait boucler le prochain budget avant 2027 et une année électorale chargée dans plusieurs États membres. Sur la structuration du futur budget tel qu'imaginé par la Commission européenne, la Cour européenne des comptes a fait part de ses inquiétudes sur les réformes de simplification administrative qui pourraient affaiblir le contrôle du bon usage de ces fonds. Aussi, elle pointe du doigt la grande fusion des fonds européens dans des plans nationaux qui pourraient paradoxalement endetter encore un peu plus les États membres alors que les finances publiques de la majorité des États de l'UE ne respectent pas le pacte de stabilité et de croissance. Aussi, la fusion obligera les États à faire des choix et des compromis, quitte à instaurer des priorités qui pourraient faire des perdants. Et last but not least, les plans nationaux pourraient accentuer les disparités entre États et affaiblir l'alignement sur les objectifs européens.
Affaires intérieures, le Parlement européen adopte le rapport sur une définition commune de la notion de viol. Mardi 28 avril, pour la deuxième fois depuis 2024, le Parlement européen a adopté son rapport sur l'inclusion de la notion de consentement dans la législation sur le viol à 447 voix pour, 160 contre et 43 abstentions. C'est un rapport non contraignant puisque le Parlement européen n'a pas de compétences sur le sujet, mais ce rapport donne la position de la représentation européenne qui pourrait inciter la Commission européenne à proposer un texte aux 27. Il y a 2 ans, les États membres avaient refusé d'adopter la législation car plusieurs d'entre eux soulignaient que l'Union européenne n'avait pas de compétences sur les affaires pénales, notamment l'Allemagne, la France et la Hongrie. Le rapport souhaite que la qualification de viol repose sur la notion de consentement libre et révocable à tout moment et recommande la prise en compte de circonstances coercitives comme la violence, la menace, les abus de pouvoir, la peur et l'inconscience des victimes, c'est-à-dire qu'elles soient endormies ou sous influence d'alcool, de stupéfiants ou soumises chimiquement. Le rapport souligne aussi qu'il faut prendre en compte la sidération des victimes. Le rapport rappelle que la majorité des victimes de viol connaissent leur agresseur, qu'il n'y a pas forcément de violence physique et que les victimes sont paralysées par la peur. La rapporteure du texte rappelle qu'un tiers des femmes dans l'UE a subi des violences sexuelles et qu'1 sur 20 a été violée. Le rapport recommande de suivre les lignes directrices de la Convention d'Istanbul et d'étendre les services d'aide aux victimes en créant des centres spécialisés gratuits composés d'une assistance médicale, psychologique et juridique et insiste pour que les personnels susceptibles d'être en contact avec les victimes, comme les policiers, les juges, les avocats et les professionnels de santé, soient formés pour recevoir la parole des victimes. Aussi, les eurodéputés demandent à la Commission européenne de présenter des lignes directrices d'ici fin 2026 et de lancer une campagne de sensibilisation à l'échelle européenne. Des pays comme le Danemark, l'Espagne ou la Suède ont déjà intégré le non-consentement comme élément permettant la qualification de viol. L'eurodéputée suédoise Evin Incir souligne que l'harmonisation des législations sur la question est essentielle et que cela permettra de soutenir les femmes des 27 États membres face à la violence du viol. Ce qui a changé en 2 ans, c'est que la France a changé sa législation, que l'Italie souhaite faire de même et que l'Allemagne et la Hongrie ont changé de gouvernement, ce qui fait dire aux eurodéputés que la fenêtre de tir est idéale. Climat. Malgré ses efforts, l'Europe continue de se réchauffer et reste loin de ses objectifs de 2030 pour la qualité de l'air. Année après année, les conclusions semblent toujours les mêmes. Mercredi 29 avril, le service européen Copernicus sur le changement climatique, en coopération avec l'Organisation mondiale météorologique, agence des Nations Unies chargée du suivi du climat, a publié son rapport annuel. La conclusion est terrifiante. L'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde depuis les années 80. Et avec le réchauffement exceptionnel des eaux profondes du Pacifique, les prévisionnistes parlent d'un événement El Niño exceptionnel à venir, avec une température supérieure de 7 à 8 degrés par rapport à la moyenne. L'Europe du Sud pourrait bien vivre des températures extrêmes cet été, d'après les propos de Céleste Saolo, la secrétaire générale de l'Organisation mondiale météorologique. En 2025, les pays scandinaves ont vécu leur plus longue vague de chaleur, avec 21 jours avec des températures supérieures ou égales à 30 degrés, soit 2 fois plus que le record précédent. La Turquie a connu des températures supérieures à 50 degrés et 85% de la population grecque a été touchée par des températures autour des 40 degrés, voire supérieures. L'Islande a connu sa 2e plus grande fonte de l'histoire après 2005 et le Groenland a perdu 139 gigatonnes de glace, causant une montée des océans de 4 mm. 86% des régions océaniques ont connu au moins un jour avec des chaleurs fortes. Les feux de forêt ont causé la perte d'1 34 550 hectares de forêt.
Dusan Šrenek, le conseiller principal au service climat de la Commission européenne, appelle à aller plus vite sur la transition énergétique et sur la sortie des énergies fossiles. Côté qualité de l'air, c'est l'Agence européenne de l'environnement qui a publié son rapport le jeudi 30 avril. Même si l'Agence européenne de l'environnement salue les efforts effectués par les États membres, elle souligne que les objectifs de 2030 concernant la qualité de l'air sont encore loin d'être remplis. Si la plupart des régions européennes respectent les normes européennes sur les particules fines PM2,5 et sur le dioxyde d'azote, 20% des stations de surveillance ont détecté des taux de particules fines PM10 et d'ozone de basse altitude au-dessus des normes européennes. L'Agence européenne de l'environnement préconise aux États de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs fixés pour 2030. En France, c'est un contresens complet qui a été pris avec la suppression des zones à faible émission. Le rapport souligne que 63 000 personnes sont décédées à cause de l'ozone en 2023 dans l'UE et que l'ozone devrait continuer à augmenter à cause de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes liés à la chaleur. L'Agence européenne de l'environnement estime que même les réformes qui pourraient être prises au niveau local et national pourraient ne pas suffire à inverser la tendance. Le rapport estime qu'il est nécessaire de renforcer la coopération européenne et internationale sur le climat. Énergie. La Commission européenne annonce l'assouplissement des aides d'État aux entreprises sur le carburant. La Commission européenne a entendu les États membres dans la gestion des prix de l'énergie provoqués par le blocus du détroit d'Ormuz. Mercredi 29 avril, la Commission européenne a annoncé l'assouplissement des aides aux entreprises sur l'énergie. Habituellement soucieuse de faire respecter la concurrence et d'éviter que les aides d'État ne faussent le marché, la Commission a annoncé qu'elle permettait aux États membres de prendre en charge jusqu'à 70% du surcoût lié à la guerre en Iran sur le carburant et les engrais. Les factures d'électricité pourront être subventionnées jusqu'à 70% pour la moitié de la consommation des entreprises, dans la limite de 50 € le kilowattheure. Un assouplissement qui vise en priorité les agriculteurs, les transporteurs et les pêcheurs. La commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera, estime que c'est un effort nécessaire pour éviter la faillite de milliers d'entreprises à cause du prix des énergies. En 2 mois de guerre en Iran, les États membres ont vu leur facture en carburant augmenter de 27 milliards d'euros. De leur côté, les États n'ont dépensé que 10 milliards pour compenser les effets de la crise. Teresa Ribera précise que ce cadre temporaire d'aide d'État pour la crise au Moyen-Orient s'appliquera jusqu'à la fin de l'année, voire au-delà, si la crise se poursuit. Samedi 2 mai, Donald Trump a annoncé la fin des hostilités, anticipant un refus du Congrès de poursuivre la guerre, mais l'Iran a annoncé qu'elle était prête à continuer. L'objectif de la Commission est d'éviter la multiplication des dispositifs nationaux qui pourraient créer des distorsions de concurrence trop importantes entre États. Certains États membres redoutent que cela profite plus aux États membres de l'Europe de l'Ouest. La Commission européenne demande à la Hongrie et à la Slovaquie de supprimer la préférence nationale sur les subventions pour le carburant dans les 2 mois à venir. En Hongrie et en Slovaquie, il fallait justifier d'une immatriculation hongroise ou slovaque pour avoir droit à du carburant subventionné. Passons désormais au Club des 27. Hongrie, Peter Maillard à Bruxelles pour rétablir les relations avec l'UE et récupérer les fonds européens. Mercredi 29 avril, le futur Premier ministre hongrois s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. Une rencontre avec un double enjeu. Côté européen, c'est l'occasion de raviver les relations entre l'Union européenne et la Hongrie, abîmée par 16 ans de règne de Viktor Orban, qui avait fait de son bras de fer avec Bruxelles une composante centrale de son discours.
Côté hongrois, c'est la nécessité d'avoir accès aux fonds européens gelés depuis des années qui est une priorité. Un peu moins d'une semaine après sa victoire, Peter Maillard avait reçu une délégation de la Commission européenne pour des discussions préparatoires concernant le déblocage des fonds. Des discussions qui ont permis à l'exécutif européen de jauger de la bonne volonté du futur Premier ministre hongrois, qui a annoncé que la Hongrie rejoindrait le parquet européen, abrogerait les lois anti-LGBT, rétablirait l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, la liberté académique, les accès aux programmes européens d'échange Erasmus et Horizon Europe et l'adoption de mesures anticorruption. Une bonne volonté qui a été jusqu'à l'annonce par Peter Maillard d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky début juin, après là aussi des relations houleuses avec son prédécesseur. 33 milliards d'euros sont en jeu, ce qui représente 15% du PIB annuel de la Hongrie, et Peter Maillard en a fait la priorité des priorités. Il parle même d'urgence, la faute au fonds de relance post-Covid, Next Generation EU, dont les fonds risquent d'être perdus en août. Mais la Commission européenne se retrouve face à un dilemme. Si elle acte l'octroi trop vite, elle risque de voir les critiques du camp Orban qui considéreront que les instruments sur l'état de droit sont des outils politiques. Mais si elle prend trop de temps, Peter Maillard risque de perdre le soutien populaire. Le cas de la Pologne a démontré qu'effacer plusieurs années de conservatisme populiste n'est pas si simple. Le gouvernement Tusk, en place depuis 2023, n'a toujours pas pu mettre en place sa réforme judiciaire à cause des vétos présidentiels d'Andrzej Duda et de Karol Nawrocki, tous les deux proches du PiS. Il n'y a quasiment aucune chance pour que le gouvernement Tusk puisse adopter la réforme avant les prochaines législatives l'an prochain. Pourtant, la Commission avait dégelé 137 milliards d'euros sur la base d'une simple feuille de route dans laquelle le gouvernement Tusk promettait de rétablir l'état de droit en misant sur une victoire du candidat de Tusk à la présidentielle, ce qui n'a pas été le cas. Le contexte hongrois est différent. Tisza dispose de la majorité constitutionnelle et a donc toutes les marges de manœuvre possibles pour réformer le pays. Peter Maillard reviendra le 25 mai à Bruxelles pour conclure l'accord sur le déblocage des fonds. Il faudra encore être patient pour connaître la position finale de la Commission européenne. Roumanie. Le PSD dépose une motion de censure avec l'extrême droite contre le gouvernement Boloian. Le 23 avril, le Parti social-démocrate avait annoncé son retrait de la coalition gouvernementale, annonçant ne plus soutenir le Premier ministre Ilie Boloian, fortement critiqué pour son plan d'austérité. Un retrait qui fragilise déjà de manière importante le gouvernement. Ilie Boloian peut rester en place pendant 45 jours avec un gouvernement intérimaire. Mais lundi 27 avril, c'est une annonce qui a fait l'effet d'un tremblement de terre. Les sociodémocrates sont prêts à se rapprocher du parti d'extrême droite Alliance pour l'Union des Roumains, menée par George Simion, pour rédiger ensemble une motion de censure. Après moins d'un an au pouvoir, le gouvernement est secoué par le départ fracassant du premier parti du pays de la coalition gouvernementale, prêt à s'allier avec l'extrême droite, dont la progression était la raison même d'une alliance avec le Parti national libéral, avec le soutien des centristes de l'Union Sauver la Roumanie et de l'Union démocrate des Magyars de Roumanie. Le numéro 2 de l'Alliance pour l'Union des Roumains, Petrișor Peiu, et l'ancien vice-premier ministre social-démocrate Marian Neacșu ont annoncé déclencher l'écriture de la motion de censure ensemble, une motion qu'ils ont présentée mardi. Le secrétaire général du PSD, Sorin Grindeanu, assure que c'est une motion qui dépasse les couleurs partisanes et que le PSD souhaite faire à nouveau partie d'une coalition pro-européenne. Mais chez George Simion, le son de cloche est bien différent. AUR est en tête des intentions de vote d'après les sondages, avec 35%, ce qui en ferait le premier parti du pays. George Simion appelle donc à des législatives anticipées. Le PSD a conscience que l'hémorragie de ses militants se poursuit. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'Alliance pour l'Union des Roumains, surtout dans ces fiefs ruraux.
Mais cette tendance s'inscrit aussi dans la dynamique de la présidentielle de début 2025 qui avait vu un rejet clair des candidats du PSD et du PNL, les deux partis historiques de gouvernement dont les candidats ont été éliminés dès le premier tour. Le PSD est l'héritier du Parti communiste roumain, dirigé jusqu'à sa mort par Nicolae Ceausescu. Comme beaucoup de partis héritiers des partis communistes de l'Europe centrale et des Balkans, le PSD est souvent associé au clientélisme et à la corruption. Le président de la République, Nico Jordan, a perdu la confiance de la société civile en suivant les demandes de nomination du PSD concernant les chefs du parquet général et du parquet anticorruption au mois d'avril, qu'il a justifié par le fait de vouloir éviter l'implosion de la coalition, ce qui n'aura tenu que quelques semaines. Il est à rappeler que c'est quand le PSD était au pouvoir qu'il avait réussi à faire renvoyer en 2018 l'actuel chef du parquet européen, Laura Codruța-Kövesi, alors qu'elle était à la tête de la direction nationale anticorruption roumaine. Elle avait permis l'instruction de plusieurs dizaines de milliers de dossiers concernant des juges, des élus et des fonctionnaires. Le PSD a souhaité son départ en justifiant qu'elle écornait l'image de la Roumanie. Son éviction avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le PSD poursuit son tournant conservateur en ayant retiré le qualificatif de progressiste de ses statuts et semble suivre le chemin du SMER de Robert Fico, désormais exclu du Parti socialiste européen, qui s'est aligné sur Viktor Orban. Reste désormais à attendre ce lundi 4 mai pour avoir le résultat de la motion de censure. Grèce, la Cour suprême clôture définitivement l'affaire des écoutes téléphoniques. C'est une décision qui est perçue comme un affront par les victimes du scandale. Alors que la justice a condamné les responsables grecs et israéliens d'Intelexa, la compagnie qui commercialisait le logiciel espion Predator, beaucoup de voix s'élevaient pour que la justice se penche sur l'implication du gouvernement dans les affaires d'écoute. Un tribunal d'Athènes avait même formulé la requête auprès de la Cour suprême pour qu'un nouveau procès soit ouvert sur les responsabilités politiques. Intelexa l'a réaffirmé plusieurs fois, ces produits n'étaient vendus qu'à des gouvernements. En 2019, à peine devenu Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis avait placé les services secrets sous sa supervision directe. Le scandale des écoutes a éclaté en 2022, après que Nikos Androulakis, leader du Parti socialiste panhellénique, le PASOK, mais aussi député européen, ait fait vérifier son smartphone par les services du Parlement européen qui l'ont alerté sur le fait que son portable était sur écoute. Il n'avait pas été le seul puisque d'autres politiciens, mais aussi des journalistes et des hommes d'affaires, avaient aussi été placés sur écoute. La Cour suprême a rejeté la réouverture du dossier en arguant qu'aucun élément nouveau n'était apporté. Cela n'a rien de surprenant puisque les membres de la direction de la Cour suprême sont directement nommés par le gouvernement. Des experts juridiques grecs parlent d'une défaillance institutionnelle grave. Nikos Androulakis qualifie cette décision d'atteinte à l'autorité du pouvoir judiciaire. Alexis Tsipras estime de son côté que c'est la mise au jour d'un mécanisme para-étatique qui a nui gravement à l'état de droit qui a été empêché par la Cour suprême. Allemagne. Donald Trump sanctionne l'Allemagne après les propos de Friedrich Merz sur la guerre en Iran. Donald Trump s'en est pris ouvertement à Friedrich Merz mercredi 29 avril. Lors d'une rencontre avec des étudiants, le chancelier allemand avait critiqué Donald Trump pour son manque de stratégie dans la guerre en Iran et pour le fait que toute une nation était humiliée par les dirigeants iraniens. Le président américain a fait part de sa déception de ne pas avoir été soutenu par les Européens dans son aventure iranienne depuis plusieurs semaines et la déclaration de Friedrich Merz vient s'ajouter à la frustration de ne pas avoir eu accès aux bases militaires espagnoles, italiennes ou encore britanniques. En réponse à la déclaration de Friedrich Merz, il a donc menacé l'Allemagne de retirer des soldats de ses bases. Il faut dire que l'Allemagne est le cœur européen de la coopération militaire américaine au niveau européen et mondial.
Sur les 80 000 soldats américains stationnés en Europe, 39 000 le sont en Allemagne. La base aérienne de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, est la plus grande base américaine en Europe. À Büchel, toujours en Rhénanie-Palatinat, il y a un stock d'armes nucléaires américaines. Le siège du commandement américain pour l'Europe et l'Afrique se trouve à Stuttgart et l'armée américaine dispose d'un vaste terrain d'entraînement à Grafenwöhr, en Bavière. Jeudi 30 avril, Donald Trump en remet une couche en reprochant à Friedrich Merz de ne pas en faire assez pour mettre fin à la guerre en Ukraine et de s'ingérer dans les affaires des États-Unis en Iran. Friedrich Merz n'a pas directement répondu au président américain, mais a appelé à un partenariat transatlantique fiable au sein de l'OTAN, en rappelant que l'Allemagne a pris sa part dans une OTAN forte et unie. Vendredi 1er mai, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé le retrait de 5000 soldats américains d'Allemagne dans les 6 à 12 mois à venir, ce qui représente 15% des effectifs américains en Allemagne. Au-delà de l'impact symbolique du retrait des soldats, cette décision devrait avoir un impact sur le tissu économique local autour des bases américaines. Samedi 2 mai, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, dit ne pas être surpris et demande aux Européens de prendre leurs responsabilités en matière de défense. Donald Trump a précisé qu'il ne voyait pas pourquoi il n'infligerait pas une sanction semblable à l'Italie et à l'Espagne, qui ont refusé aussi l'accès à leur base. Mais ce genre de décision pourrait être limité par le droit en place. Le Congrès américain a voté en décembre le National Defense Authorization Act, qui empêche le Pentagone de stationner moins de 75 000 soldats pendant plus de 45 jours en Europe. Que ce soit des experts militaires américains ou la Commission européenne, ils rappellent tous que le retrait de la présence américaine de l'Europe signifierait avant tout une perte d'influence des États-Unis et surtout une perte de capacité à se projeter dans d'autres régions du monde. Et pour un peu plus enfoncer le clou, Donald Trump a annoncé que les taxes concernant les importations de voitures et de camions européens passeraient de 15 à 25% à partir de ce lundi 4 mai. Même s'il prend le prétexte de la lenteur de l'Union européenne pour adopter l'accord de Turnberry, en faisant ça, le président américain sait que cela ciblera en particulier l'industrie automobile allemande. Les États-Unis représentent 22% des exportations automobiles de l'UE. Une décision qui ne plaît pas du tout au président de la Commission Commerce international au Parlement européen, Bernd Lange, qui reproche aux États-Unis de ne pas respecter ses engagements. Donald Trump a pris la sécurité nationale comme base légale pour ces taxes. Une base juridique qui semble encore une fois fragile et qui pourrait être remise en cause juridiquement dans les semaines ou les mois à venir. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine. Volodymyr Zelensky menace Israël après l'importation de céréales ukrainiennes volées par la Russie. Mardi 28 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Israël d'avoir laissé entrer dans ses ports des céréales volées par la Russie en Ukraine. Le président ukrainien promet des sanctions aux entreprises et aux individus qui profitent et participent au recel de céréales volées. Volodymyr Zelensky demande aux autorités israéliennes de poursuivre les personnes responsables. D'après le ministère des Affaires étrangères ukrainien, plusieurs bateaux ont déchargé des grains volés dans le port de Haïfa. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha, a convoqué l'ambassadeur israélien en Ukraine, Michael Brodsky, pour obtenir des explications de la part d'Israël. Son homologue israélien, Gideon Sa'ar, réclame des preuves des accusations portées contre Israël et déclare que l'Ukraine n'a formulé aucune demande d'assistance judiciaire à Israël. Gideon Sa'ar affirme que l'affaire serait examinée par les autorités du pays. Face au manque de bonne volonté israélienne, Volodymyr Zelensky rappelle que l'Ukraine s'efforce de participer à la sécurité du Moyen-Orient et demande à ce qu'Israël respecte les relations bilatérales entre les deux pays.
La Commission européenne a elle aussi contacté Israël sur le sujet et condamne toute action qui participe au financement de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine et se dit prête à sanctionner toute personne qui participerait à financer l'effort de guerre russe. Kosovo. De nouvelles élections législatives anticipées après l'incapacité du Parlement à élire un nouveau président. Depuis quelques semaines, l'issue semblait inévitable. Lundi 28 avril devait avoir lieu l'élection du nouveau président de la jeune République des Balkans, élu par les députés, mais la faute à l'absence de nombreux députés d'opposition qui ont boycotté le vote, le quorum des 2/3 n'était pas atteint. Le Kosovo aussi s'enfonce dans une crise sans fin. En février 2025, des législatives avaient accouché d'une victoire du parti sortant, le parti Vete Vendosje, qui signifie autodétermination, le parti social-démocrate et indépendantiste kosovar, mais sans majorité absolue. S'en est suivi un an d'incertitude et de nouvelles élections en décembre, entachées d'irrégularités, finalement validées en février. Le Premier ministre sortant, Albin Kurti, était parvenu à redevenir Premier ministre avec le soutien de quelques députés indépendants. Mais face à l'impossibilité d'élire un nouveau président, le pays file vers ses troisièmes législatives en un peu plus d'un an, étant donné que le Parlement était dans l'incapacité d'élire un nouveau président dans les délais impartis. Le Kosovo n'a plus de président depuis le départ de Vjosa Osmani, début avril, elle qui avait été élue en 2021. C'est la présidente du Parlement, Albulena Hadjou, qui assure l'intérim. Albin Kurti demande à l'opposition de mettre fin au blocage. La présidente du Parlement a dissous l'Assemblée mercredi et jeudi, elle a annoncé que les prochaines élections législatives se tiendront le 7 juin. Mais face à un paysage politique morcelé, il est difficile de voir une issue différente au prochain scrutin, surtout avec une campagne électorale d'1 mois, même si le spectre des élections planait sur le Kosovo depuis des semaines. Biélorussie. Andrzej Poczobut libéré lors d'une nouvelle vague de libération de prisonniers politiques. Lauréat du prix Sakharov 2025, Andrzej Poczobut a pu retrouver la liberté mardi 28 avril, accompagné de 9 autres prisonniers dans le cadre d'un échange de prisonniers négocié sous l'égide des États-Unis entre la Moldavie, la Pologne, la Biélorussie et la Russie. Le journaliste polono-biélorusse est apparu affaibli et amaigri lorsqu'il a été accueilli à la frontière par le Premier ministre polonais Donald Tusk dans la forêt primaire de Białowieża. Correspondant du journal polonais Gazeta Wyborcza en Biélorussie et militant des droits des minorités polonaises en Biélorussie, il avait été arrêté et placé en détention en 2021. En 2023, il a été condamné à 8 ans de prison pour incitation à la haine, un prétexte pour silencier les journalistes et la minorité polonaise dont il était l'un des porte-parole. Malgré sa libération, Andrzej Poczobut émet le souhait de retourner en Biélorussie et appelle à la libération de tous les journalistes détenus en Biélorussie. 5 individus ont été échangés par la Pologne et la Moldavie à la Russie et à la Biélorussie pour permettre l'échange de leurs ressortissants, tous accusés d'espionnage et de déstabilisation pour leur participation aux manifestations pour protester contre les élections truquées par le pouvoir biélorusse en 2020. Parmi les personnes envoyées en Russie et en Biélorussie, des espions russes et biélorusses, comme l'ancien numéro 2 des renseignements moldaves, Alexandru Balan, condamné pour haute trahison pour ses liens avec le régime de Loukachenko. Nina Popova a, elle, retrouvé le chemin de la Russie, décrite comme femme d'un soldat servant en Transnistrie, tout comme Alexander Boutiagin, archéologue lié au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et qui avait été arrêté en Pologne en 2025 pour ses fouilles illégales en Crimée et qui devait être extradé vers l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, a tenu à remercier Donald Trump et son négociateur John Cole pour leur aide dans le dossier. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 18e semaine européenne de 2026.
merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.